Bonjour, bienvenue dans Europe Hebdo. Nous sommes à Bruxelles, au Parlement européen, pour 30 minutes d'actualité européenne. Alors dans cette émission, nous allons nous pencher sur les blocages français. Marché du travail, réforme des institutions, renouvellement de la classe politique. Pourquoi la France passe pour être irréformable? À l'heure où des centaines de milliers de personnes défilent à Paris et dans les grandes villes françaises contre la loi sur le travail de Myriam El Khomri, nous allons donc nous pencher sur ce mal français, l'immobilisme. Mais avant d'en discuter avec mes invités, retour sur les dernières manifestations. À tout de suite. On lâche rien. Sous une pluie battante, ils sont entre 400 000 et 1 200 000 à battre le pavé dans toute la France. Objectif, le retrait de la loi El Khomri sur le travail. On ne lâche rien, tout à fait, on ne lâche rien parce que c'est trop grave. Si vous voulez, c'est une rupture par rapport au modèle républicain de la négociation collective dans notre pays. À l'instar de ce qui s'est fait dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne, au Portugal. Côté gouvernement, l'heure est à l'apaisement, quoique. Qu'il y ait de l'exaspération dans un pays où il y a un chômage de masse depuis 30 ans et que ces inquiétudes s'expriment, bien évidemment, il faut rester à l'écoute, même si l'opinion publique ne peut pas être la seule boussole de l'action gouvernementale. Après plusieurs semaines de bras de fer entre étudiants, lycéens, leaders politiques de gauche et syndicalistes, le mouvement social risque bien de s'amplifier. Là aujourd'hui, il y a des occupations. Ça prouve qu'on ne s'arrête pas après la manifestation. Voilà, c'est tout ce mouvement-là par rapport à la loi travail qui est en train de naître. Et les occupations de place, bien entendu, pour nous, c'est aussi une tentative par rapport à ce qui se passe en Espagne et en Grèce. Occuper la République, depuis la manifestation du 31 mars, le mot d'ordre est lancé. On a une sorte de fenêtre qu'on veut exploiter pour remettre en cause le système néolibéral et ses excès. Remettre en cause le système néolibéral à l'image de Podemos en Espagne ou Syriza en Grèce, un rêve général. Alors, pourra-t-on espérer voir un jour ce rêve général se réaliser? C'est la question que je vais poser à mes invités. Pervenche Berès, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, membre du groupe socialiste et démocrate. Bienvenue à vous. À côté de vous, Pascal Durand, bonjour. Bonjour. Député européen, vous êtes membre du groupe des Verts et en face de vous, Jean Quatremer, journaliste au quotidien Libération. Vous êtes le spécialiste ici des questions européennes. Alors, Pervenche Berès, je m'adresse à vous d'abord. On voit que les places là commencent à être occupées, notamment à Paris. Le mouvement s'amplifie. 1,2 million, potentiellement 300 000 selon la police dans les rues. Finalement, on va au blocage ? Je ne le souhaite pas. Et si on veut le rêve général, c'est sûrement pas un rêve de blocage. Et c'est peut-être la manifestation qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien dans notre pays et où en tout cas il y a un sentiment de la jeunesse de courir après des mythes qu'on n'arrive pas à atteindre. Et c'est peut-être le signe plus profond, je crois, de ce que notre pays a du mal à se réformer, à accepter une certaine forme de modernité. Alors selon vous, ces jeunes-là qu'on voit dans la rue sont des gens pas très modernes ? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit qu'ils étaient à la recherche d'un idéal et d'un sens à donner à leur vie, à leur engagement, et une inquiétude par rapport à l'évolution de la société, par rapport à leur rôle futur. Simplement, il faut aussi s'interroger de savoir qui ces jeunes représentent et à quoi ils aspirent profondément. La presse ces jours-ci est remplie de papiers qui disent, mais au fond, que veulent ces jeunes de la place de la République? Parce que on voit bien que la question de la réforme de la loi du travail, c'est peut-être un sujet, mais c'est pas le sujet fondamental qui explique ces soirées place de la République. Alors selon vous, Jean Quatremer, c'est quoi qui explique ces soirées place de la République? C'est une envie plus globale de renverser la table?
En tous les cas, je m'interroge sur le sens profond de ce type de mouvement, parce que je remarque que la dernière mobilisation de la jeunesse et du monde du travail, des citoyens français, pour des valeurs, c'était en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen s'est qualifié pour le second tour. Le 21 avril et donc la manifestation du 1er mai. Absolument. Donc là, on a vu des gens défendre des valeurs, un modèle républicain. Ensuite, ça a été des manifestations, depuis, ça n'était que des manifestations pour défendre le statu quo. Surtout ne change rien. Donc ça a été la lutte contre le contrat première embauche, le CPE, ça a été la lutte contre la réforme des retraites, et aujourd'hui, la lutte contre la réforme du droit du travail. Au moment même où, par ailleurs, l'Europe est en train de se transformer en forteresse, où on est en train de renvoyer vers la Turquie, un pays très démocratique, comme vous le savez très bien, des centaines, voire bientôt des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés, que des gens se noient en Méditerranée, que nos États sont en train de se transformer en États autoritaires. On ne manifeste pas pour les bonnes raisons, selon vous? On ne manifeste pas pour les bonnes raisons. Et en plus, ceux qui manifestent, c'est assez fascinant, ce sont des lycéens et des étudiants. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas touchés par le chômage de masse. Mais qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail. Oui, mais tout le monde, je veux dire que moi, j'appartiens à une génération. Moi, je suis la génération post-68. J'ai eu du mal à rentrer sur le marché du travail. J'ai enchaîné les stages, les vacations, etc. Il y a un mythe. Mais non, il y avait, dans les années 90, moi, je suis rentré dans le marché du travail à la fin des années 80. Je suis désolé, ce n'était pas plus simple. C'était difficile. Mais ça reste un mal français. Oui, et quand on regarde les statistiques du chômage, par exemple, pour les gens qui sont formés, et je ne parle pas des gens qui ont un diplôme en sociologie, là, ils peuvent se faire du souci, effectivement, mais pour les autres, le taux de chômage sont aux alentours de 4-5%. C'est-à-dire que ces gens-là oui, on sait effectivement que le diplôme protège du chômage. Mais le drame français, c'est en réalité le système scolaire qui produit de l'échec en masse. Et là, vous avez... Et donc là, selon vous, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a affaire à une jeunesse qui cherche à renverser la table parce qu'elle en a ras-le-bol du système, ou plus globalement, c'est vraiment la loi El Khomri qui pose problème? Écoutez, quand j'entends des jeunes dénoncer le système néolibéral dans un pays dont la dépense publique est de 58%, où aucun poste de dépense sociale n'a été réduit depuis 25 ans, j'avoue que ça me sidère un peu. Alors, on serait dans un système néolibéral si on était au niveau peut-être des dépenses publiques britanniques, voire américaines. La France est le pays le plus socialiste de la planète. Pascal Durand, qu'est-ce que vous en pensez? Pas exactement la même chose. Mais ça ne vous étonnera pas. C'est aussi pour ça qu'on est invité. D'abord, la première chose, j'entends Pervenche Berès lorsqu'elle dit que ces jeunes cherchent un idéal. Moi, je vais être un peu plus pragmatique. Ils cherchent d'abord du boulot, ils cherchent des formations, ils cherchent à trouver leur place dans une société qui les laisse complètement dehors. C'est vrai pour les jeunes, mais pas que. C'est vrai dans certaines villes, c'est vrai de manière générale. On a l'impression que la République L'âge du premier CDI, 28-29 ans. Alors justement, j'allais le dire, parce que c'est vrai ce que dit Jean Quatremer sur le fait que ça a été dur à d'autres périodes de la vie, peut-être la vôtre, sauf que moi je vois, et je le vois par rapport à mes enfants par exemple, maintenant on leur propose qu'ils soient diplômés ou pas, et eux ils sont diplômés, mais d'abord et avant tout des stages. C'est-à-dire qu'à 25 ans ou à 26 ans, on est encore à proposer à des jeunes, qui le sont de moins en moins, des métiers précaires, des 450 € ou 500 € qui leur interdit d'avoir une vie autonome. Moi, à 26 ans, il se trouve que j'avais déjà mon premier enfant et que je venais de prêter serment pour être avocat. Donc, on avait une capacité d'entrer dans la société, d'entrer dans la vie qui n'existe plus maintenant. Donc, d'abord et avant tout, c'est la manifestation d'un sentiment d'être écarté, d'être Mais ça, rejeté. est-ce que c'est spécifiquement un mal français? On parle de flexi-sécurité en Europe, d'une capacité en fait... Par un mal français, il y a dans d'autres pays, alors peut-être parce qu'il y a eu d'autres conditions de travail, donc ça c'est un autre problème, la question de réformer le droit du travail, ça c'est un autre sujet, mais ils ont la capacité de trouver des jobs et pas nécessairement des stages. En Allemagne ou en Angleterre, qui sont ces pays que je connais bien, les jeunes trouvent des emplois après des stages ou des apprentissages qualifiant. C'est très important de bien faire les comparaisons internationales et notamment européennes parce qu'on a parfois l'impression que la France serait le pays malade de l'Union européenne. Moi, je regarde franchement aujourd'hui les pays de l'Union européenne. Je ne connais pas de champions, toute catégorie. Les pays de l'Union européenne ne vont pas très bien. Ils sont bousculés par beaucoup de choses où il y a une interaction entre leur impuissance à l'échelle européenne et leur propre impuissance face aux défis auxquels ils sont confrontés. Oui, dans la mondialisation, ici, sur ce plateau, je crois qu'on sera d'accord pour dire que raison de plus pour actionner un levier européen, mais notre capacité de convaincre, pour l'instant, on a encore des marges de progression. Mais sur
le défi que rencontrent ces jeunes. J'ai parlé d'un idéal parce que moi, je me souviens, quand j'avais leur âge, j'avais quand même la vision d'une société où chacun trouvait sa place et avait l'impression de contribuer à un projet commun. Et que cette idée d'un projet commun, c'est quand même quelque chose qui continue à animer, me semble-t-il, cette génération. Mais elle est confrontée à des choses qui sont communes à toutes les jeunesses d'Europe et à nos spécificités. Dans nos spécificités, par exemple, la question de la place du diplôme est une question absolument majeure. Ce que disait Jean Quatremer à l'instant. Vous allez au Royaume-Uni, alors au Royaume-Uni, tous les jobs qui sont offerts à des jeunes ne sont pas assez rémunérés, toujours, etc. Mais cette disqualification au nom du diplôme n'existe pas. Et c'est une des difficultés que j'ai avec cette réforme, c'est que je pense qu'il y a matière à en faire une immense réforme de gauche. Il a ses petits bras, alors. Dès lors qu'on en fait la réforme du compte personnalisé d'activité. Il faut changer limite de contrat social, finalement, et englober la question de l'éducation, la question scolaire. Mais moi, je rebondis sur ce que disait Pascal Durand. Effectivement, il faut regarder l'ensemble du système. Quelle est la difficulté des jeunes aujourd'hui? Vous trouvez un petit boulot ou un boulot qui n'est pas très bien payé au départ. Le problème ensuite, c'est de se trouver un logement, d'avoir des garanties, de trouver un crédit bancaire, d'avoir des garanties, etc. En réalité, et ça, ce qui est sans bloqué, CDI, c'est pas possible. Voilà, absolument. Et donc, c'est de l'ensemble du système qui est bloqué. Qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, au Canada? C'est très intéressant. Il faut regarder le Canada. En 95, le pays était en faillite. Là, on n'a pas mégoté, parce que c'est un pays plutôt de tradition anglo-saxonne. On a coupé à mort dans les budgets sociaux. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé, par exemple, les aides qui allaient aux plus riches, par exemple les allocations familiales des plus riches, et on a divisé leur montant par deux, et on a tout réorienté vers les classes les plus pauvres. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, au Canada, c'est le taux d'illettrisme, pas d'analphabétisme, d'illettrisme le plus bas du monde occidental. De même sur le logement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a libéralisé complètement le logement. C'est-à-dire que lorsque vous ne payez pas votre loyer, vous êtes viré de votre logement en 2 semaines. Il n'y a pas de trêve hivernale, là, pour le coup. Oui, mais le résultat, c'est quoi? C'est-à-dire que vous louez votre logement à n'importe qui. Vous ne demandez pas des garanties, etc. Ce qui est effectivement aussi le cas. Vous dites, je m'engage à payer mon loyer, et puis vous trouvez les moyens. C'est ce qu'il faut faire, du coup. Il y a essayé de caution. Moi, je voudrais rebondir. Je suis tout à fait d'accord avec Jean Quatremer. Là-dessus, je partage à 100%. Pour le crédit, c'est pareil. Absolument. Et on pourrait imaginer en France une garantie des loyers pour les étudiants, pour ceux qui n'ont pas la capacité, parce que les parents, etc., etc. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur une des raisons du blocage. J'entends le fait qu'on a du mal à réformer. Mais comment se fait-il que la gauche arrive au pouvoir après des années à avoir critiqué le gouvernement, et à juste titre, notamment de Nicolas Sarkozy? Et elle arrive au pouvoir et on attend la 4e année, c'est-à-dire quasiment la fin du mandat du président de la République et du gouvernement pour réformer le droit du travail. Comment se peut-il, alors que c'est une priorité pour la gauche, que le président de la République avait dit l'emploi des jeunes notamment est la priorité des priorités? Et il avait raison de le dire. Et je sais que Pervenche Berès fait beaucoup en Europe, avec nous, pas seul, mais pour faire en sorte la garantie jeunesse, etc. Comment se peut-il? C'est ça le problème de la France. C'est-à-dire qu'on arrive au pouvoir, on a l'impression que soit on n'est pas préparé à réformer, donc ça c'est la faute de la classe politique, et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé la première ou la 2e année à faire un nouveau peut-être Pervenche Berès sur cette question. Il faut pas... Parce que la France est dirigée par des fonctionnaires, et par des hauts fonctionnaires, qui ont de tels avantages qu'ils ne se posent pas la question. Oui, mais c'est dramatique. Et surtout, ils réforment toujours... Non, mais attendez, parce que la France... Pervenche Berès. On ne peut pas non plus dire que rien ne s'est passé. Alors, il y a eu le mariage pour tous. Pas uniquement. Par exemple, sur la question de l'investissement fait en faveur de l'éducation, je ne dis pas que tout s'est transformé par des investissements qui sont immédiatement avec des résultats. Nous restons un pays totalement paradoxal. On est le pays où les enfants rentrent les premiers à l'école, dès l'âge de 2 ans. On est les champions d'Europe pour ça, même si le chiffre baisse. Et à l'autre bout de la chaîne, on est les champions de ceux qui sortent sans qualification. Il y a un volet qui, moi, me semble très important, c'est qu'aujourd'hui, avec le fonctionnement de la démocratie, avec le fonctionnement des médias, la question du dialogue social est une question absolument majeure. Alors, je ne sais pas si c'est une question institutionnelle, je ne sais pas si c'est lié à la nature des syndicats, je n'accuse personne en disant ça, mais je vois bien qu'une réforme de cette nature, si elle n'est pas portée par
profond dialogue social qui l'irrigue et qui l'apporte, on en arrive à un blocage. Voilà. Et c'est effectivement ce à quoi on assiste. Justement, peut-être que ça va nous ouvrir encore plus sur un autre blocage français qui est du coup le peu de renouvellement de ses élites et donc de sa classe politique et donc de sa classe syndicale, etc. Exactement, ça va avec. Donc on a été voir chez nos voisins suédois comment cette politique s'organise, cette politique de renouvellement. C'est un reportage de Solène Nicolas et un montage de Johan Loiseau. C'est un modèle dont on vante la réussite, le fameux modèle scandinave. En Suède, une monarchie parlementaire, le système politique met le citoyen au centre des décisions. Cet après-midi, à l'hôtel de ville de Stockholm, Lorentz Tovatt, 26 ans, presse le pas. Le jeune ténor de la politique suédoise est attendu à la réunion de son parti, les Verts. L'objectif, préparer le prochain conseil municipal. À l'ordre du jour, le trafic dans la capitale suédoise. Et autour de la table, la moyenne d'âge n'est pas très élevée. Ici, on a vraiment ce sentiment d'être plus intelligent quand on est avec des gens différents de nous. Si tu es jeune, tu as ton mot à dire, tu as forcément des compétences à apporter. Et c'est bien ça le but de la démocratie représentative, incarner la société dans sa diversité. S'il est l'un des jeunes visages du paysage politique suédois, Lorentz Tovatt est pourtant loin d'être un novice. Ancien porte-parole des Jeunes Verts, il siège aujourd'hui au conseil municipal de la capitale. Une ascension qu'il attribue notamment à ce modèle qui facilite le renouvellement et l'accession des jeunes à la vie politique. C'est plutôt facile en Suède d'entrer en politique. La politique, ce n'est pas quelque chose que tu apprends. Ça doit être une chose en laquelle tu crois profondément. Scrutin proportionnel et consensus sont les clés de ce modèle qui allège les devoirs du citoyen. Quand un Français doit se rendre 10 fois aux urnes, un Suédois ne s'y rendra qu'une seule fois. Résultat, aux dernières législatives, un taux de participation de plus de 83%. Une régulation plus simple de la vie politique et une conception anti-élitiste de l'exercice du pouvoir. L'actuel Premier ministre, syndicaliste de longue date, est soudeur de métier. Qu'est-ce qui fait l'homme politique? Il est façonné à travers des expériences collectives. Et je pense que le syndicat c'en est une. On est dans un pays où le taux de syndicalisation approche les 80%. Donc il n'y a pas d'école qui façonne les élites politiques. Vous avez des cursus de sciences politiques, mais vous n'avez pas une école nationale d'administration qui produit en fait des élites avec des discours parfois semblables. Ladies and gentlemen, Karl-Petter Thorvaldsson. Aïda Dialik est l'un des symboles de ce modèle et de l'État-providence suédois. Ma vie a débuté avec la guerre, la mort, les camps de réfugiés et beaucoup de pertes humaines. Engagée en politique à 16 ans, vice-maire d'une ville suédoise à 23, elle est l'un de ces exemples de personnalités politiques issues du terrain. En 2014, elle devient, à 27 ans, la plus jeune ministre de l'histoire de la Suède. La plupart des gens ne me croient pas quand je leur dis que je n'avais pas prévu d'être à cette place aujourd'hui, quand je me suis engagée en politique. Cependant, je ne pense pas faire de la politique toute ma vie. Je crois que les gens qui restent trop longtemps finissent par être déconnectés de la réalité. Nous avons une formule en suédois qui est « ça signifie que c'est une mission qu'on te confie, parce qu'on a confiance en toi. Et cette confiance, tu dois la mériter et garder en tête que c'est temporaire. » En Suède, si on entre tôt en politique, on reste aussi souvent moins longtemps au pouvoir. Représentativité, proximité avec les citoyens, le modèle social-démocrate suédois a aussi été forgé par les mouvements féministes. Aujourd'hui au Parlement, les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes. Pour Caroline et Nils, étudiants en sciences politiques, il reste cependant des points à améliorer.
Lors de la campagne interne du parti dans lequel je suis engagée, une femme s'était portée candidate. Et il y avait eu de vives discussions autour du fait que si cette femme représentait le parti, alors on pourrait perdre beaucoup de votes masculins. Le modèle politique suédois, dont le scrutin proportionnel et le consensus forcent parfois les partis à des coalitions, a été remis en question en 2014. La formation du centre droit s'était alors ralliée à l'extrême droite. La Suède doit faire face aux mêmes nombreux défis que les autres pays européens. Son système de renouvellement est donc précieux dans le contexte actuel. Alors, peut-on imaginer importer le modèle suédois en France? Jean Quatremer, vous y croyez, hein? Est-ce que c'est impensable d'imaginer qu'une femme de 23 ans, fille de réfugiés, soit un jour maire d'une ville de 50 000 habitants à 23 ans? Non, ça, c'est pas totalement impossible. Honnêtement, d'ailleurs, on l'a bien vu, ne serait-ce qu'à Paris, avec quelqu'un comme Delanoë, qui aurait pensé que Delanoë serait un jour maire de Paris. Oui, mais il n'avait pas 23 ans pour le coup. Il n'avait pas 23 ans, mais je veux dire, il a fait quand même une carrière, il avait un profil qui n'était pas du tout le profil habituel. C'est possible, mais accéder aux plus hautes sphères de l'État, ça, c'est impossible. Il faut impérativement avoir fait l'ENA ou Polytechnique, Sciences Po avant. C'est ça la réalité de la France. Les grandes écoles, quoi. Les grandes écoles. On a un problème vis-à-vis du diplôme et de la grande école. Vous diriez que c'est une forme de monarchie républicaine, finalement? C'est une monarchie républicaine, c'est-à-dire qu'on est face à des gens, et d'ailleurs, les citoyens sont largement responsables de cet état de fait. Les citoyens se moquaient de Jean-Pierre Raffarin, par exemple, qui n'était pas un énarque, et qui ne parlait pas comme un énarque. Et tous les citoyens se moquaient de lui. En revanche, les citoyens adorent les énarques. Quand est-ce que le parti de Marine Le Pen, par exemple, a percé dans les sondages, dans les élections? À partir du moment où elle s'est adjointe un énarque qui parle comme un énarque. Florian Philippot. Oui, Florian Philippot, 2 points, de sous-partis, etc. Regardez, tous les chefs de parti, ce sont tous des énarques. Je veux dire que c'est, à part François Bayrou, et effectivement chez les Verts. Ouais. Ce sont les 2 partis qui ont... Enfin, François Bayrou, c'est pas un parti. Alors comment on change ça, Pervenche Berraz? Est-ce qu'on supprime les grandes écoles? Est-ce qu'on supprime les grands corps? Mais je crois que c'est une contradiction française absolument formidable et qui va très loin. Parce que derrière, cette question des grands corps, elle est majeure. Moi, je connais, pas tous les jours, mais enfin, trop souvent, des cas de blocage de nomination en raison du fait que la candidate ou le candidat n'est pas sorti des grands corps. Les exemples sont multiples. Mais derrière ça, il y a un mythe français qui est fragilisé, puisque le mythe français, c'est quand même celui de la République qui de l'ascenseur social. Chacun des siens. Or, aujourd'hui, ce mythe est en miettes. L'ascenseur social ne fonctionne plus. Et cette question des corps, elle est auto-bloquante pour toute la société française. Et derrière, moi, je vois, si on va jusqu'au bout du raisonnement, eh bien, à chaque fois qu'on parle des institutions françaises, il y a la question de savoir si on doit aller vers un régime parlementaire ou un régime présidentiel. Et il y a un espèce de tabou, comme un préalable, qui est que les Français sont attachés à l'élection présidentielle. Et que donc, on peut penser ce qu'on veut, sauf de toucher à cette pièce de l'édifice. Et derrière ça, la fonction pyramidale de l'élite se reproduit quasiment pièce par pièce dans beaucoup des éléments. Pascal Durand, on est condamné à une société verticale, finalement? D'abord, le premier problème, c'est la consanguinité. Effectivement, le fait que toute la classe politique, c'est entre-soi, du même moule, exactement, se marie entre elles, se connaît, se passe, etc. Donc cette consanguinité qui n'existe quasiment qu'en France, là, à ce stade. Ça, c'est un premier problème. Il y a un deuxième problème, il n'y a pas de passerelle entre la vraie vie, entre le monde des entreprises, le monde syndical, le monde étudiant, etc. Effectivement, ce sont des sociétés parallèles. Donc ça ne résoudra pas, parlementaire ou pas. Et médiatique. Bien entendu. Boris Johnson, ça ne serait pas possible chez nous. Non, c'est simple. Qui est Boris Johnson, Jean? Le maire de Londres. Ah oui. Et qui était d'ailleurs mon ancien collègue ici, il a été correspondant pendant 5 ans à Bruxelles pour le Télégraphe. Le deuxième problème, c'est l'absence de passerelle. Et le troisième, c'est qu'on voit des conflits d'intérêts qui naissent de plus en plus entre la haute fonction publique et la haute fonction privée, parce qu'il y a du pantouflage. Mais c'est pire que ça. On fait des allers-retours. Monsieur Macron, il a été inspecteur général des finances. Hop, il part dans le privé, il va dans une banque, et hop, il revient comme ministre d'État, et hop. Est-ce que ce serait possible ailleurs, par exemple, ça, Jean Quatremer? Est-ce que d'autres pays permettraient, en fait, ce pantouflage? Non, mais je veux dire que dans tous les pays, par exemple aux États-Unis, qui est un de nos exemples, il est clair que, bon, par exemple, les gens qui sortent de la Ivy League, c'est-à-dire les grandes universités, se retrouvent au gouvernement, du gouvernement passent dans les médias passent dans les banques, etc. Mais il y a le spoil system, c'est-à-dire que quand ils perdent une élection,
C'est fini. Voilà. Ce n'est pas le cas chez nous. Par exemple, quand on voit aujourd'hui la primaire de la droite, Nicolas Sarkozy potentiellement, François Fillon, Alain Juppé, Premier ministre en 95, ce serait impensable ailleurs? Ça ne fonctionne pas comme ça ailleurs. De la même manière qu'ailleurs, vous ne verriez pas l'ancien directeur du Trésor devenir le patron de chez PSA, ou, pour reprendre un exemple de gauche, ça c'était Calvet pour la droite, et à gauche chez Schweitzer, qui fait la même chose chez Renault. Donc on passe... Moi, je crois que sur la question de la fonction d'élu, du statut d'élu, il y a des tabous qu'on n'a pas réussi à lever jusqu'à présent. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une règle sur la limite d'âge pour l'élection? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un vrai statut de l'élu qui fait que vous rentrez, vous sortez et que vous n'êtes pas, y compris dans cette affaire du cumul, on est aussi les champions d'Europe du cumul. Et moi, je sais qu'au Parti socialiste, Martine Aubry avait organisé un référendum des militants qui a été massivement soutenu. Et cette réforme du cumul n'est toujours pas en place. Et c'est ça aussi qui pollue. Les gens votent, les citoyens ne sont pas innocents dans toute cette affaire. Parce qu'ils votent pour des contradictions. Pour que la loi intervienne là-dessus. Raison de plus pour que les mandats soient limités dans l'espace et dans le temps. Chez les écolos, ça se passe très bien, ça tourne. Donc on n'a pas de sujet avec ça. Non, je parle de renouvellement des mandats. Ça tourne. Oui, effectivement, il y a d'autres choses qui bloquent chez les écologistes. C'est un autre sujet. Vous voulez qu'on parle de... Non, mais si vous voulez non, on ne va pas en parler, c'est ça. Mais finalement, c'est un peu logique qu'on ait des occupations de place à l'image de Podemos, à l'image de Occupy Wall Street. Les écologistes, et pour revenir, donnent à la fois à ce pays, à la fois des jeunes femmes et des jeunes tout court. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec le renouvellement des mandats, quel que soit après, et on a souri tout à l'heure, mais la vérité, c'est qu'on peut le faire. On peut le faire, c'est dans les statuts, et ça marche. Et donc, on a la capacité de le faire dans les autres partis. Alors, finalement, quand on voit ces occupations de place avec cette envie de renouvellement, cette envie de changement, est-ce qu'il ne faut pas s'attendre effectivement à ce que ça déclenche quelque chose? Il faut l'espérer, que ça soit un élément déclencheur. Mais ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années montre que ça n'a jamais été ça a plutôt été un feuille de paille. Lorsqu'on a retiré le CPE, ça s'est terminé du jour au lendemain. Voilà. Et est-ce que la situation... Oui, mais regardez ce qui s'est passé avec Podemos en Espagne. Finalement, si Podemos, ce n'était pas que des étudiants et des lycéens, c'était l'ensemble de la société qui se révoltait contre sa classe politique qui avait mené le pays à la faillite. La France n'en est pas là. On n'est pas encore assez dans la crise. La révolte française, c'est le vote Front National. Et c'est bien plus grave. Voilà. Je rêve d'un Podemos. Hélas, ce que nous avons en France, c'est le Front National. Ouais. Là-dessus, sur la place du Front National, je pense qu'il y a quelque chose de très spécifique à la France. C'est le renouvellement politique, finalement, c'est le Front National chez nous. C'est l'alternative. On est le seul pays dans lequel on est cette situation-là, alors qu'on est quand même un pays où il y a des choses absolument formidables qui se passent. Et je veux dire, tout le monde a salué le succès de la COP21, de la conférence sur le climat et le changement climatique. Ça a été un succès qui a été porté par... Donc c'est que c'est possible, finalement. Mais oui, mais quelle est aujourd'hui la transformation de ça? Comment est-ce que ça a imprimé dans le pays finalement, on est resté finalement dans quelque chose d'hors sol. Le problème, c'est que derrière, il faut réformer. Et je répète, le problème de la France, c'est sa capacité à mettre la société en dialogue, en débat. Et effectivement, quand il y a des blocages, et les gamins ont eu raison de se révolter contre le CPE, parce que ça portait atteinte à leur dignité, simplement derrière, il y a eu tort, le gouvernement n'a pas été en capacité d'essayer de proposer autre chose, et de ne pas être simplement dans le refus et dans le blocage. Bon, il faut réformer, il faut débattre, il faut se respecter. C'est ça le blocage de la France, d'abord et avant tout. Alors, on verra bien ce que ça donne d'ici quelques semaines et on verra ça dans la rue. Merci à tous, merci à vous d'avoir participé à ce débat, merci à vous de nous avoir éclairés. Vous retrouvez la semaine prochaine Ahmed Tazir depuis Strasbourg. Quant à nous, c'est fini. Ciao. Thank you.